l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Votre Caisse populaire des Jardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Lundi 29 juillet 2019. La campagne libérale de 2015 dans le comté doit encore près de 9 000 $. Aladin Legault d'Auteuil sera le candidat libéral dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Capotage avec une blessée à Lillet. Feu de forêt à Notre-Dame-du-Rosaire. La lutte contre la production illégale de cannabis se poursuit. Une panne nationale cause de longues files d'attente à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Legault dit non au quota de minorités visibles au conseil d'administration et côté sport, plusieurs nouveautés pour le Festival des bars à Jack. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Selon les données d'Élections Canada concernant l'état des créances de la campagne électorale 2015 de la candidate libérale de la circonscription de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Marie-Josée Normand, il y aurait un montant en souffrance de 9 229,23 $. Contacté par CMA-TV Nouvelles, l'ex-agent officiel de Mme Normand, Andrew Caddell, a bel et bien confirmé qu'il y avait une dette non payée, mais que cette dernière serait toutefois plus basse que le montant indiqué sur le site d'Élections Canada. De plus, comme l'indique le relevé, la majeure partie de la somme due devrait être remboursée à la centrale du Parti libéral du Canada qui avait fait un prêt à l'association locale de la dernière campagne électorale. M. Caddell a également expliqué à CMA-TV Nouvelles qu'il y avait présentement des pourparlers avec les hautes sphères du parti afin que celui-ci annule la dette locale du dernier scrutin, mais que rien n'était encore confirmé en ce sens. Toujours selon Élections Canada, l'Association libérale du comté, dans son dernier rapport financier, n'aurait que 5 214,42 $ dans ses coffres, versus un montant de 45 726,84 $ pour l'Association conservatrice du même secteur. Quant au NPD, il n'y aurait qu'un très maigre 72,37 $ dans leur coffre. Pour ce qui est du Bloc québécois de la circonscription, il n'y a pas de données relatives sur le site d'Élections Canada concernant leurs finances. Par ailleurs, fait remarquer, c'est l'ex-candidate libérale de 2015, Marie-Josée Normand, qui est présentement la présidente de l'Association libérale de la circonscription. Selon l'Association libérale de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Aladin Legault d'Auteuil est le seul candidat à l'investiture à s'être qualifié et à avoir soumis la trousse de candidature dans son intégralité. Par conséquent, lors de l'Assemblée d'investiture qui aura lieu le vendredi 2 août prochain à l'Hôtel L'Évêque de Rivière-du-Loup, ce dernier sera désigné officiellement
comme candidat libéral pour la prochaine élection générale en octobre prochain. Rappelons que Laurence Harvey de Berthier-sur-Mer était l'autre aspirante s'étant manifestée afin de devenir la candidate officielle du parti dirigé par Justin Trudeau pour le comté. Cependant, n'ayant uniquement que 26 ans et s'étant illustrée par la connaissance des dossiers, tant locaux que nationaux, ce n'est que partie remise pour la Bertholaise. C'est donc Aladin Legault d'Auteuil de Rivière-du-Loup, qui est plus ou moins connu dans l'ouest de la circonscription, qui tentera de ravir le comté au conservateur Bernard Généreux. Quant au Bloc québécois, seul le nom de Louis Gagnon de Rivière-du-Loup circule pour cette formation politique. Vers 13 h vendredi, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un capotage sur les chemins ou sur le chemin des Belles-Amours à Lillet. Pompiers, policiers et ambulanciers se sont ainsi rendus sur les lieux puisqu'il semblait s'agir d'un grave accident. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, c'est une femme dans la trentaine qui a perdu le contrôle de son véhicule en direction est sur le chemin des Belles-Amours pour ensuite faire quelques tonneaux avant de s'immobiliser. Cette dernière a subi de graves blessures, mais était consciente lors de l'intervention des pompiers. Elle a par la suite été transportée à l'hôpital de Lévis. Bonne nouvelle, on ne craint pas pour sa vie. Un incendie a détruit près d'1 kilomètre carré de forêt sur la route 283 entre Montmagny et Notre-Dame-du-Rosaire en fin d'après-midi vendredi dernier. Selon Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec, l'alerte a été donnée vers 16h30. Les policiers, les pompiers de Notre-Dame-du-Rosaire, assistés de leurs collègues de plusieurs localités environnantes, dont Saint-Philémon, Montmagny et autres, ainsi que d'avions CL-215 de la Sopfeu, ont combattu les flammes jusqu'en début de soirée. Pendant toute l'intervention, une voie sur deux était fermée sur la route 283, la circulation se faisant en alternance. L'incendie, qui n'a fait aucun blessé et n'a nécessité aucune évacuation, a été maîtrisé peu après 19h30 et la circulation automobile a pu reprendre normalement par la suite. À l'occasion de la période de plantation extérieure des boutures de plants de cannabis, la Sûreté du Québec tient à rappeler la poursuite de ses efforts dans la lutte contre la production illégale de cette drogue. Le programme Accès Cannabis, dont l'équivalent existe déjà pour lutter contre l'économie souterraine de tabac et d'alcool, cible particulièrement toute action illégale liée au cannabis. Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, est illégale. Les patrouilleurs et enquêteurs effectueront des vigies, seront à l'affût des comportements suspects aux abords des champs et éradiqueront toute plantation illégale de cannabis. Rappelons que malgré l'entrée en vigueur de la loi sur le cannabis, certaines activités en dehors du cadre légal demeurent des infractions au code criminel, comme la production, la possession dans un but de trafic, l'importation et l'exportation. Une équipe de la Sûreté du Québec veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l'approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois. Cela est sans oublier l'apport considérable de l'ensemble des patrouilleurs et des enquêteurs qui luttent contre le trafic de stupéfiants à tous les niveaux. Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à la production ou à la vente de cannabis est priée de communiquer avec la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. D'importants ralentissements causés par une panne nationale du système informatique dimanche à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. On en reparle immédiatement après cette pause. Le soleil
Sur la scène nationale maintenant, d'importants ralentissements causés par une panne nationale du système informatique des bornes d'inspection primaire au contrôle frontalier ont testé la patience des voyageurs arrivant à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau dimanche. En plus des bornes primaires, le service de libre-service Nexus était également demeuré non opérationnel pendant une longue période. Le traitement des passagers par l'Agence des services frontaliers du Canada devait être réalisé manuellement, ce qui a occasionné un temps d'attente beaucoup plus long qu'à l'habitude. Vers 18 heures, les passagers attendaient au moins 1h30 après l'atterrissage de leur vol avant de voir un agent des services frontaliers. L'aéroport international de Montréal a toutefois indiqué, un peu avant 21 heures sur Twitter, que le service des bornes primaires reprenait normalement son cours, remerciant les voyageurs pour leur patience et avouant que la situation était hors de son contrôle et éprouvante. La panne a commencé en début de journée, mais le ralentissement s'est particulièrement fait sentir en milieu d'après-midi avec l'arrivée de nombreux vols en provenance d'Europe, a confirmé Anne-Sophie Hamel, une porte-parole des aéroports de Montréal. Les voyageurs devaient également patienter sur le tarmac puisque les avions étaient vidés par séquence d'arrivée. Les avions sont demeurés climatisés et une distribution de bouteilles d'eau s'est faite à l'intérieur. Tous les aéroports internationaux du pays ont été touchés par la panne, dont ceux de Toronto, Ottawa et Vancouver. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs publié un message sur les réseaux sociaux afin d'aviser les voyageurs des délais de traitement à prévoir. Le gouvernement Legault n'a pas l'intention de forcer les sociétés d'État à admettre plus de Québécois issus des minorités visibles dans leur conseil d'administration, même s'ils en sont pratiquement exclus à l'heure actuelle. Au Québec, plus d'1 million de personnes sont issues des minorités visibles. Mais aucune de ces personnes n'a trouvé sa place à la table des conseils d'administration de l'Auto-Québec, de la Société des alcools du Québec, d'Hydro-Québec ou de la Caisse de dépôt et placement. À Investissement Québec, un seul siège sur le conseil d'administration. Même s'il estime qu'il faut assurer une représentation convenable des minorités visibles dans les sociétés d'État, le cabinet de François Legault exclut l'idée des quotas pour renverser la vapeur. Nous faisons confiance aux organismes pour qu'ils déploient plus d'efforts en ce sens, a indiqué au Journal de Québec l'attaché de presse du premier ministre du Québec, Evan Sauve, dans une déclaration par courriel, en refusant d'accorder une entrevue sur le sujet. Au ministère du Conseil exécutif, on reconnaît qu'il reste du travail à faire. La progression de cette représentativité, bien que lente, nous incite ainsi à poursuivre et à intensifier les efforts en ce sens, observe son porte-parole Jean Auclair. En comparaison, au fédéral, plus de 12 % des nominations des tribunaux administratifs, agences, conseils d'administration, commissions, organisations internationales et sociétés d'État viennent de ce groupe, selon le bureau du conseil privé, le BCP. Cette absence de représentation irrite le député du Parti libéral du Québec de Laval-des-Rapides, Saul Polo. Le gouvernement Legault se targue d'avoir des membres de la diversité dans son Conseil des ministres, mais il ne leur accorde pas d'importance dans la représentation des sociétés d'État, a-t-il déploré en entrevue. De son côté, le PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, rappelle que ces changements seront visibles à plus long terme. L'État, qui s'est fixé des objectifs pour ses conseils d'administration, doit donner l'exemple. Je m'attendrais qu'une trajectoire sur 5 ans donne des changements, a-t-il dit. Joint par le Journal de Québec, l'Institut d'administration publique de Québec, dont la première mission est de promouvoir l'excellence et de valoriser l'administration publique au Québec, n'a pas voulu se prononcer sur cet enjeu. L'Institut d'administration publique de Québec n'a pas de commentaires ou encore de préoccupations à cet égard, s'est limité à dire, par courriel, sa directrice générale, Marilène Cazé. Les membres des minorités visibles sont des personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race ou de couleur blanche,
selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Des Québécois issus des minorités visibles refusent de lancer la pierre aux administrateurs de sociétés d'État, mais s'attendent à ce qu'ils se posent de sérieuses questions. Les administrateurs doivent se poser les questions: qui est autour de la table? Qui n'est pas autour de la table? S'il y a des gens qui ne sont pas là, il faut se demander pourquoi, résume Moussa Sen, président du Conseil interculturel de Montréal. Selon lui, les administrateurs n'ont aucune mauvaise foi, mais ils doivent faire l'effort d'aller recruter à l'extérieur de leur cercle habituel, ce qui ne va pas souvent de soi pour eux. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un angle mort, illustre-t-il. Pour Erika Alneuse, membre du groupe des 30, qui vise à valoriser la diversité sur les conseils d'administration montréalais, la représentation des personnes issues des minorités culturelles est liée à la légitimité et à la crédibilité de ces instances. Selon elle, les organisations qui se privent de ces talents-là courent même le risque d'être moins performantes que les autres. C'est d'une tristesse, laisse tomber la conseillère au développement philanthropique de l'organisme pour 3 points. Mme Alneuse aime donner l'exemple du PDG de CDPQ Infra, Macky Tall, qui envoie un message positif aux communautés. Il fait des trucs extraordinaires, c'est lui qui s'occupe du réseau express métropolitain, conclut-elle avec fierté. Dès janvier, les entreprises devront montrer ce qu'elles font pour inclure les minorités visibles en vertu du projet de loi fédéral C-25, se réjouit l'une des dirigeantes de Catalyst. Elles vont devoir indiquer dans leur rapport aux actionnaires si elles prennent en considération les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles, explique Sherazade Adib, directrice principale chez l'organisation non gouvernementale. Cette nouvelle mesure forcera les compagnies à se poser plus de questions quand viendra le temps de nommer de nouveaux administrateurs, poursuit la femme derrière les programmes de responsabilité sociale du Cirque du Soleil et de Rona. Elles vont peut-être même revoir leur processus de nomination, va jusqu'à dire Mme Adib, qui siège au conseil d'administration de l'Agence de la mobilité durable. De son côté, la chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, Evelyne Couturier, estime que les administrateurs doivent faire preuve de plus d'ouverture s'ils veulent attirer des candidatures hors de leurs cercles habituels. Les personnes racisées ne sont pas nécessairement dans les mêmes organisations et elles n'ont pas les mêmes parcours. Ne soyons pas paresseux, faisons l'effort de voir où elles se trouvent, plaide la chercheuse. Le directeur général de l'Institut de la confiance dans les organisations, Donald Riendeau, qui suit l'évolution de la composition des conseils d'administration des sociétés d'État au Québec depuis 20 ans, pense, quant à lui, que les conseils sont plus compétents qu'avant. Ceux-ci se sont améliorés dans la diversité avec davantage de femmes et maintenant avec l'obligation de compter un administrateur de moins de 35 ans, explique-t-il. M. Riendeau admet cependant que la question de la diversité reste délicate. Plusieurs comités de gouvernance sont réticents à aborder la question de la diversité culturelle ou de minorités visibles, note l'avocat. Culture de Boys Club ou de Girls Club, difficulté à trouver des candidats multiculturels ou à démontrer que la diversité culturelle apporte une valeur ajoutée sont encore des freins au moment de passer à l'action, selon lui. Mais pour Sherazade Adib, l'éléphant dans la pièce qui empêche souvent les minorités visibles de gravir un à un les échelons au travail est un sentiment d'exclusion. Au Québec, comme ailleurs au Canada, poursuit-elle, ces personnes vivent parfois avec un malaise qui les ronge tout au long de leur carrière, comme vient de le démontrer une étude de Catalyst publiée la semaine dernière. Dans quelques instants, les sports. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge.
Côté sport, selon La Voix du Sud, plusieurs nouveautés marqueront l'édition 2019 du Festival des bars à Jack, qui aura lieu les 9 et 10 août. Pour la première fois dans l'histoire du festival, le public sera invité à voter pour le coureur qui aura offert le meilleur spectacle lors du traditionnel show de boucan du samedi soir, ainsi que pour la meilleure prestation par une équipe de démolition le lendemain. Pour ce faire, les intéressés devront télécharger l'application Mentimeter, qui est fréquemment utilisée dans les congrès et les grosses organisations. Avec Mentimeter, nous pourrons entrer en contact avec les festivaliers et avoir le pouls des visiteurs en direct, indique Chantal Goupy, présidente du comité organisateur. Par un système de points, les visiteurs octroieront 50 des points qui permettront de déterminer le vainqueur du vendredi, l'autre 50 venant des juges. Entre 25 et 30 participants sont attendus pour ce show de boucan. On limite ce nombre afin de choisir les coureurs qui sauront offrir un spectacle de qualité aux gens. Cela permettra d'accélérer le déroulement de la soirée et de permettre la tenue de 2 ou 3 courses de démolition dans la catégorie 8 cylindres, indique Mme Goupy, qui ajoute que cette façon de faire, implantée il y a 3 ans, est appréciée des nombreux spectateurs. Soulignons que la soirée du vendredi sera réservée à la musique rock avec le groupe Alcoholica qui rend hommage à Metallica. Quant à la soirée du samedi, elle sera à consonance country. Comme c'est maintenant la coutume, la journée du samedi sera des plus chargées avec, en levée de rideau, une course de démolition pour enfants qui seront au volant de petits véhicules à propulsion électrique. Cette course amicale débutera à 10h15 et réunira une douzaine d'enfants âgés entre 3 et 9 ans. En tout, 120 coureurs sont attendus pour le derby de démolition qui, fait à noter, sera en équipe de 2 voitures. Dans chaque course, il y a toujours des gars qui sont amis avec un autre compétiteur. Ils se toucheront à peine et vont se ménager mutuellement. On a donc décidé de jouer carte sur table et ce sera clair pour tous, indique Mme Goupy, qui ajoute que les coureurs qui le souhaitent peuvent s'inscrire individuellement, mais que ceux-ci seront jumelés à un autre conducteur par le biais d'un tirage au sort. Ce concept de course par équipe fait en sorte que les organisateurs attribueront 2 voitures de démolition parmi les spectateurs, soit un Chrysler Cordoba et un Chrysler New Yorker. En attraction spéciale le samedi après-midi, notons la tenue d'une course de démolition de VR. 4 véhicules récréatifs de 22 à 25 ou 26 pieds de longueur seront sacrifiés pour la cause et les pilotes qui les conduiront seront choisis par le comité organisateur. Soulignons que 46 100 $ en bourse seront attribués au cours de ces 2 journées, incluant les sommes versées dans le cadre du show de boucan du vendredi. Le comité organisateur, piloté par Mme Goupil, pourra compter sur la contribution des quelques 250 bénévoles, dont plusieurs nouveaux qui se joignent au groupe, indique Mme Goupil, qui salue la contribution de la municipalité de Saint-Raphaël ainsi que celle des Chevaliers de Colomb de Saint-Raphaël qui seront en charge du service de raccompagnement. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 875 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et des ordres de la marée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lilin l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 3 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Monsieur Bazar suivi de Peter Gunn et les grands succès rétro. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir de Lilin.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, je parle souvent de ces gens qui sont en vacances de construction. On va mettre la belle lumière. Il me semble que ce serait plus beau. Hein, si je serais probablement plus en vue. Et voilà, que cette belle lumière soit et cette lumière fut. Merci, M. Étienne. Vous savez qu'on a un étudiant qui est producteur de l'émission pour les vacances des vacances de Jean Carbonneau, notre producteur habituel. Alors, il faut encourager ça, nos étudiants. Alors, Étienne Vézina, qui est étudiant dans le groupe de l'École des médias à La Pocatière. Donc, merci, Étienne. Alors, ça va bien. Il se débrouille très bien, il faut le mentionner. Il faut encourager ça, nos étudiants. Donc, on a connu toute une fin de semaine chaude, humide. Il y avait des orages dans l'air prévus pour hier dimanche. On en a connu une vers la fin de l'après-midi, mais pas suffisamment parce que là, je vous dirais que c'est sec partout. Vous avez entendu aux nouvelles là, ce feu de forêt qui a rasé 1 kilomètre de forêt là, à Notre-Dame-du-Rosaire. C'est tout près de chez nous. Les feux à ciel ouvert, pas besoin de vous dire que c'est interdit. Et vous devez limiter votre consommation d'eau, justement, en raison là, de ce temps sec là, qui sévit depuis une semaine. Et vous savez que, bon, oui, la consommation d'eau, mais pour les gens qui sont en vacances, eh bien, vous êtes extrêmement chanceux parce que la dernière semaine a été vraiment très belle, chaude, ensoleillée. Donc, tous les ingrédients y étaient. Maintenant, pour aujourd'hui, lundi, on regarde l'image radar d'abord qui nous montre quelques petits nuages, mais rien de bien important. Ça se résume ainsi. Ça veut dire que c'est du temps aujourd'hui généralement ensoleillé. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de 30, facteur humidex 35 degrés, donc 30 pour Montmagny-Lillet, 28 pour la Pocatière, 27 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 27 également pour Saint-Pamphile. L'indice UV sera de 7 ou élevé aujourd'hui, lundi. Ce soir et la nuit prochaine, du temps partiellement nuageux, minimum de 22 degrés, donc ce sera encore chaud. C'était chaud la nuit dernière, ça va être encore chaud pour la nuit prochaine. Demain mardi, alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en après-midi, suivi de 40 de probabilité d'averse. Risque d'un orage en après-midi. Et des vents du sud-ouest de 30 km/h, donc maximum de 29 degrés, avec le facteur humidex là, pour aujourd'hui et demain, là, bien, on pourrait atteindre 35, on l'a mentionné tout à l'heure pour aujourd'hui, 36 degrés avec le facteur humidex pour demain, l'indice UV de 7 ou élevé, encore une fois, pour demain, mardi. Dans la nuit de mardi à mercredi, des averses avec un minimum de 19. Et pour mercredi, eh bien, on prévoit des averses avec du temps beaucoup plus frais, 25 degrés pour Montmagny-Lillet et 23 degrés pour Kamouraska. Ce système-là va passer très rapidement, nous affecter mercredi, mais déjà dans la nuit de mercredi à jeudi, eh bien, ça se dégagera lentement. Il y a quand même 60 de probabilité d'averse avec un minimum frais de 16 degrés. Pour jeudi, cette première journée du mois d'août, on parle de soleil avec un maximum de 25 degrés. Donc, cette humidité là, qui nous affecte depuis plusieurs jours va nous quitter pour nous laisser du temps beaucoup plus sec. Dans la journée de jeudi à vendredi, dans la nuit, pardon, de jeudi à vendredi, ciel dégagé avec un minimum de 19. Vendredi, du soleil avec un maximum de 26 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, dégagé, minimum de 15, donc c'est frais pour la nuit. Là. Samedi, le 3, le fait mois, soleil, maximum de 26. Dans la nuit de samedi à dimanche, dégagé, minimum de 13. Et pour dimanche, du soleil avec un maximum de 25 degrés. Donc, pour mardi et mercredi, des possibilités de pluie pour demain, des orages, et pour mercredi, de la pluie. Et pour jeudi, ça se dégage. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 24 le jour et 12 comme minimum la nuit.
Le soleil s'est levé à 5h17 ce matin, se couchera à 20h20 ce soir. La température la plus élevée a été enregistrée en 2006 avec 28,7 degrés et la température la plus basse en 2017 avec 7,2 degrés. Et en 2002, on a reçu 31 mm de pluie pour un 29 juillet. Les données enregistrées hier, on a connu un maximum, sans le facteur humidex, de 28,6 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 17,7 degrés. La pression barométrique est à 101,1 kPa. La tendance est à la hausse. La température actuelle est de 19 degrés. L'humidité est très élevée, 95 %. Et les vents soufflent actuellement de faible intensité à 3 km/h de direction est-sud-est. Les heures de la marée pour aujourd'hui, lundi, elle était haute à 3h20 ce matin, sera basse à 10h26, de nouveau haute à 15h59 cet après-midi et basse à nouveau à 22h30. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région pour les prochains jours. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 29 du mois de juillet, le mois de juillet qui, lentement mais sûrement, s'effrite. Alors, déjà le 29 juillet aujourd'hui, bon anniversaire aujourd'hui à Madeleine Thériault de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire. Vous savez, Mme Thériault, je le mentionne à chaque fois que l'on souligne la fête d'un résident de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. On ne passe jamais sous silence les anniversaires. Donc, bonne fête à vous, Mme Madeleine Thériault. Et on salue toute l'équipe et la famille Soucy de la résidence Manoir Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Pascal Giasson de Montmagny. C'est de la part de sa mère, Aline Lessard. Donc, bon anniversaire, Pascal Giasson. Alors, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et peut-être leur faire gagner 25 $ que l'on attribue à tous les vendredis. Tout simplement, vous faites comme ces gens l'ont fait. Vous nous téléphonez au 88 241 13 13 poste 229 et vous nous dites la date de l'anniversaire et le nom de la personne et le numéro de téléphone. C'est bien important parce que s'il mérite le certificat cadeau de 25 $, nous, on communique le nom de la personne et son numéro de téléphone à Mme Isabelle Godreau du magasin Coop IGA qui, elle, entrera en communication avec vous pour vous dire comment réclamer votre certificat cadeau. Donc, votre numéro de téléphone est bien important. Aujourd'hui, le 29 juillet, c'est l'anniversaire à Benoît Landelais, comédien québécois. Il a 36 ans. Jean-François Brault, chanteur québécois, il a 41 ans. Fernando Alonso, ex-pilote espagnol de Formule 1, il a 38 ans. Et Jean Rochon, médecin, ex-homme politique québécois, 81 ans. Et on se souvient du décès en 2016 de Lucille Dumont, 97 ans, chanteuse et québécoise surnommée la grande dame de la chanson. Voilà pour les anniversaires de ce 29 juillet. Dans quelques instants, on vous présente en rediffusion une entrevue qu'on a réalisée à la maison Sir-Étienne Pascal Taché en compagnie de Kim Gingras qui nous parle justement de l'Expo Bélanger.
Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chansons country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je me trouve actuellement ici à la maison Sir-Étienne Pascal Taché, où se tient cette belle exposition de... La grande époque d'A. Bélanger Limité. Ça fait 3 fois qu'il me le dit, puis bon, c'est la grande époque que j'oubliais. On ne peut pas oublier A. Bélanger Limité parce que ça a été un fleuron pendant près de 100 ans à Montmagny. On a cette belle exposition, on a la chance d'avoir cette belle exposition-là à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Je suis avec Kim Gingras, et Kim est guide en chef. Exactement, oui. Et surtout, ce que je retiens, il est tout jeune, il est historien. En effet aussi, oui. Hey, tout jeune pour être historien? Mais oui, il faut commencer tôt. Quand on a une passion qui nous habite, c'est facile de développer son intérêt et de poursuivre dans un travail qu'on aime, comme ici à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. OK. Comment on devient historien? Parce que, quand même jeune, à 26 ans. Comment on devient historien? Principalement avec les études. Baccalauréat en histoire, c'est vraiment la base pour devenir historien. Plus on fait des études avancées, plus on se spécialise dans une branche ou autre de l'histoire pour être un historien qu'on appelle patenté. Donc, il y a plusieurs éléments, des publications à son actif et autres. Et là, tu me disais que tu es en train de faire ta maîtrise. En fait, je l'ai arrêté justement à cause que j'avais trop de contrôle. Donc, c'est une bonne nouvelle à ce moment-ci. C'est le fun d'entendre. Exactement, parce que c'est assez rare au niveau des historiens d'avoir trop de contrôle, ce qui est un peu le cas actuellement. Donc, ça nous amène à toucher à plein de choses, notamment ici, comme réaliser une exposition qui porte sur quelque chose que j'aurais jamais envisagé il y a environ une dizaine d'années, sur la fonderie. Donc, sur le métier de fondeur, les objets qui ont été réalisés par l'entreprise A. Bélanger Limité. Bon, Kim, il y a une exposition qui est là depuis le 10 juin dernier. C'est à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. C'est beau. Mais pourquoi ça a pris tant de temps? En fait, je vous dirais que ça a été un peu un espèce de processus quand même assez long, notamment au niveau de l'installation, parce qu'en fait, ici, on est dans une maison patrimoniale. Donc, pour pouvoir accrocher des objets de manière un petit peu plus muséologique, j'entends parler un petit peu plus agréable que simplement déposer, notamment sur des socles ou autres, ça prend une installation un petit peu plus spéciale. Ça prend, par exemple, des choses qu'on peut s'accrocher à l'intérieur des murs ou autres, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. En fait, comme je le mentionnais, une maison patrimoniale de ce type, construite au début du 19e siècle, vers 1825 environ, on ne peut pas toucher au mur. On ne peut pas arriver notamment puis installer une tablette quelque part, un socle vissant dans un mur, une tablette flottante ou autre. Explique-moi pourquoi. Parce que là, tout ça, ce sont des panneaux. C'est vissé après le plafond. Ça ne touche pas du tout au mur. Il ne faut pas toucher au mur. Pourquoi? Exactement. Parce qu'en fait, on a certains enduits qui datent de l'époque de Sir-Étienne Pascal Taché. Juste derrière moi, ici, il y a un bout de tapisserie qui daterait de 1825-26 parce qu'on est actuellement dans la chambre à coucher principale de la maison, donc la chambre des maîtres. Les autres murs aussi, on a du crépi, une espèce de plâtre assez fin qu'on a restauré dans les années 90 pour remettre la maison comme elle était au vivant de Sir-Étienne Pascal Taché. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas visser un peu n'importe où pour défaire en fait la restauration qui a été accomplie pour préserver les murs d'origine. En fait, la maison est classée au niveau provincial et fédéral comme lieu historique national. C'est pour ça qu'il y a certaines règles qui viennent englober la maison, dont celle-ci. Tout ce qui doit être fait à l'intérieur de la résidence doit être complètement révocable, notamment la présence des murs. Par exemple, on arrive demain matin, on veut retirer toute l'exposition, ça va prendre une couple de jours, c'est certain, mais on peut enlever justement tous les faux murs, on va retrouver les enduits d'origine qui étaient pratiquement intacts pendant les emplacements. Et qu'est-ce qui obligerait à procéder ainsi? Pour l'instant, je dirais une cause majeure, par majeure. Exemple, notamment, ou par exemple, je dis ça un petit peu n'importe quoi, par exemple, le ministère décide que c'est pas correct d'avoir une exposition comme ça, ou bon, ben là, il faudrait peut-être venir intervenir à ce moment-là, mais la plupart du temps, c'est assez compréhensible, étant donné que là, c'est complètement révocable, c'est pas comme si on avait mis ça directement sur les murs. Si on a un dégât d'eau ou autre, par exemple, c'est facilement retirable, donc on peut accéder rapidement aux murs d'origine aussi. Kim, on revient à cette exposition de Bélanger. Ça a pris du temps, parce que ça fait depuis 2004 que l'usine est fermée? Ça fait depuis 2005 que l'usine est fermée. Bon, l'annonce s'est faite en 2004, je crois. C'est possible, c'est possible. Je ne connais pas les détails exacts. Pourquoi ça a pris autant de temps et que là, maintenant, on peut présenter ça? Est-ce qu'il y avait de chercher
des outils, parce qu'on a vu, il y a des outils que vous avez trouvés, puis il y a le beau poêle Bélanger de Mme Allary, là. Comment ça se passe de monter une exposition? Parce que c'est quand même 100 ans d'histoire. Là. Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on s'est concentré pour l'exposition ici, comme le titre le révèle, la grande époque de A. Bélanger Limité, c'est qu'on s'est concentré grosso modo des années 1890 jusqu'en 1950, alors que l'usine de la fonderie est à son summum. C'est là qu'on connaît les meilleurs outils, les meilleurs développements et bien sûr les fameux poêles Bélanger qui sont le nec plus ultra du système de chauffage de la première moitié du 20e siècle. Donc, on s'est concentré là-dessus. Comment on réalise une exposition? C'est d'abord qu'on fait des recherches, notamment en archives, dans des monographies également, des livres ou d'autres expositions, par exemple, qui avaient déjà été réalisées sur le sujet. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer un scénario d'exposition. Donc, on vient créer une ligne conductrice d'exposition. Nous, ce qu'on a voulu faire ici, c'est de mentionner que Bélanger ne fait pas uniquement que des poêles, car bien sûr, pratiquement tout le monde sait que le fameux slogan inspiré par Armand Plouffe, « Ah, mon beau poêle Bélanger », c'était les poêles, bien sûr, de Bélanger, mais ils vont fabriquer beaucoup d'autres objets. Ils vont fabriquer notamment une énorme quantité de charrues fort différentes pour les cultivateurs de la région et même des maritimes ou autres, parce que les produits Bélanger vont être exportés un peu partout au Canada. On va réaliser également des menus objets, des taquets de clôture, donc pour faire tenir des clôtures, des dessus de poteaux, des galeries décoratives notamment, qu'on peut encore voir sur le fameux château canadien, donc en face de l'ancienne usine de Bélanger. Donc on a voulu vraiment mettre l'accent sur ces objets pour montrer toute la connaissance et l'étendue du savoir des fondeurs. On a voulu également parler de certaines pièces historiques aussi. On en fait, grâce au poêle à bois blé, ils nous ont restauré un poêle royal d'une magnifique facture qu'on peut bien sûr voir dans l'exposition, qui est la pièce majeure de celle-ci, parce que c'est le plus beau et le meilleur poêle que Bélanger aura réalisé. On a trouvé d'autres outils, notamment parce qu'on a trouvé un coffre, justement, quelque chose d'assez précieux, un coffre de quelqu'un qui réalisait des moules, justement, pour la fonderie Bélanger, qui appartenait à M. Ernest Marois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est comment que les moules étaient réalisés. On a une surface en bois, une espèce de bac, si on peut l'appeler ainsi. On met du sable et on vient créer des négatifs de ceci. Donc, il faut sculpter les pièces de bois qui vont servir à faire ces négatifs. Et c'est ce que M. Marois faisait pour la compagnie Bélanger au début du siècle dernier. Donc, on a retrouvé ce coffre qu'on vient exposer dans la maison aussi. On parle notamment de plus des personnes qui vont travailler chez Bélanger. En fait, on parle bien sûr un petit peu de la biographie de Amable Bélanger, le fondateur, mais on parle aussi de M. Philippe Béchard, qui est un peu plus l'homme d'affaires. C'est lui qui va faire en sorte que dans les années 1920 jusqu'en 1940, l'usine va produire beaucoup plus de matériel, va commencer à avoir des succursales un petit peu partout au Québec et au Canada notamment, pour pouvoir vendre des meubles, mais aussi des produits qui sont réalisés par Bélanger, dont les poêles et autres. Donc, c'est un peu cette histoire-là qu'on voulait raconter. Ben oui, puis on apprend des choses. Moi, c'est que M. Bélanger a commencé, son fils qui est arrivé, son fils est décédé. Tout à fait. M. Béchard embarque. Et exactement. Là, donne une autre dimension à l'entreprise. Probablement que beaucoup de gens ne savaient pas. Philippe Béchard, on se souvient là, parce qu'on a entendu souvent son nom, mais moi, c'est justement à l'ouverture que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas de l'histoire de A. Bélanger Limité. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens non plus qui ne se doutent pas que dans les années 1940, à fait dès 1942, Bélanger, on sait que c'est la Deuxième Guerre mondiale, va réorienter sa production pour fabriquer notamment des grenades sous-marines pour justement fournir en munitions le gouvernement canadien qui va lutter contre les sous-marins allemands notamment dans l'Atlantique. Donc sans ce contrat, Bélanger aurait peut-être été obligé de faire des mises à pied ou aurait dû réorienter la production et ce qui aurait grandement nuit à l'économie locale. Donc il y a des gens qui ne savent pas du tout ça, que justement pendant la Deuxième Guerre mondiale, une entreprise bien de chez nous, juste à côté, fabriquait des munitions qui vont être transportées de l'autre côté de l'Atlantique. Une chose intéressante aussi en ce qui concerne ça, c'est qu'on vient vraiment mettre l'accent sur ce point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Bélanger fabriquait juste des poêles ou des petits objets un petit peu reliés, mais on voit une charrue justement ici, environ une trentaine de modèles qui sont offerts aux agriculteurs, tout dépendant aussi leurs besoins. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les catalogues de Bélanger aussi, au début du siècle dernier, vers 1920 environ, on a une reproduction aussi de celui de 1921, et Bélanger va mentionner quelle charrue il fallait choisir. Si vous avez un sol plus sec, un sol plus dense rocailleux, si vous avez un cheval, 2 chevaux, si vous voulez travailler assis debout, on vient vraiment orienter les personnes pour qu'ils achètent la bonne charrue. Et comme ils se targuent eux-mêmes d'office, ils mentionnaient que c'est les meilleurs produits disponibles sur le marché parce que qu'est-ce qui va différencier Bélanger des autres fonderies notamment, c'est qu'ils vont développer des produits à partir de leur expertise locale.
Je m'explique, la plupart des fonderies notamment vont aller chercher certains modèles américains qui sont produits, vont s'en inspirer. Bélanger, eux, vont créer leur propre modèle, comme le Royal, qui est spécifiquement conçu pour le climat de la vallée du Saint-Laurent. Donc beaucoup plus d'humidité, le fameux vent du Nord qu'on a notamment, beaucoup de neige, beaucoup de temps froid. Donc il est spécialement conçu pour une température comme ici. Chaque pouce carré du poêle est désigné pour maximiser une source de chauffage et pour évacuer facilement la fumée qui doit être évacuée. Donc, on voit vraiment l'expertise de Bélanger. C'est vraiment ce qu'on a voulu un peu représenter dans cette exposition. Et bien sûr, les gens vont en apprendre aussi. Les plus jeunes, en fait, même je suis quand même assez jeune, ne connaissent pas qui est Maman Plouffe, notamment, qui est Amanda Allary. On va se regarder, on va lui laisser prendre son souffle à nous. Oui. Hein? Et on fait une petite pause. Et Parfait. justement, on parle de la mise en marché, parce que Maman Plouffe, ça a été vraiment un tournant de l'histoire. Alors, on revient dans quelques instants avec Kim Gingras, qui est guide en chef ici à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Alors, je reviens avec mon invité, Kim Gingras, qui est guide en chef ici à la maison Sir-Étienne Pascal Taché, et aussi historien, il n'y a pas d'âme. Kim, on a parlé de Mme Allary, Tout à fait. qui oh, mon beau poêle Bélanger. Et ça a donné une bonne poussée aux produits, parce que les gens en parlent encore. Ça fait... Tout à fait. En fait, je vous explique. C'est que souvent, on associe la famille Plouffe à Madame Plouffe notamment et à Amanda Allary. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça faisait partie d'une campagne publicitaire, le « Ah, mon beau poêle Bélanger », c'est que Madame Allary avait été engagée par Bélanger pour représenter la compagnie, notamment dans la pub, mais elle est par exemple dans les salons d'agriculture ou autres, lorsqu'on pouvait exposer des poêles et autres objets, pour vanter les mérites du fameux, du poêle Bélanger, mais également des autres produits qui étaient réalisés à la fonderie de Montmagny. On parle de l'histoire de A. Bélanger Limité, mais il y a eu des transactions, il y a eu toutes sortes d'événements qui se sont passés. Il y a eu des grèves, là, bon, exactement, on va garder le côté positif. Il y a eu des ventes admirables, entre autres. Qu'est-ce qui est advenu? Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Qui a vendu quoi? C'est M. Béchard, à un moment donné, qui a vendu les actifs. Comment ça s'est passé? Je vous explique. C'est qu'au départ, la fonderie A. Bélanger, c'est M. Aimable Bélanger qui va la créer en 1867 à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, donc ici tout près. On sait qu'au départ, il vendait des produits pour environ 1 000 $. En 1872, ce qu'il fera, c'est qu'il va déménager son usine dans la ville de Montmagny pour en fait, avoir plus facilement des produits, mais pouvoir vendre aussi plus facilement parce que Montmagny, enfin, va avoir une gare. Le fameux chemin de fer va arrêter ici. Donc, c'est pour ça qu'il va rapprocher de son usine pour profiter de ses moyens de transport. Il va conserver l'usine jusqu'à ce que son fils l'ait et qu'il meure tragiquement en bas âge. Par la suite, l'usine va être rachetée par un groupe d'hommes d'affaires dont Philippe Béchard faisait partie. En 1914, il va racheter progressivement la part de ses associés pour en devenir l'unique propriétaire en 1920. Il va posséder l'usine jusqu'aux années 1940 environ. Il va être vendu à plusieurs reprises, notamment, va appartenir à Amiral, Whirlpool, etc. par la suite. Nous aussi, à l'exposition, on s'intéresse vraiment, je dirais, aux 75 premières années, de 1872, donc dès que l'usine arrive à Montmagny, jusqu'à 1950-60 environ. On se concentre sur l'époque de la fonderie. Avant les transactions. Tout à fait, avant les transactions majeures, quand il y a seulement deux propriétaires. Parce qu'après 1960, on ne fondera plus à Montmagny. On va changer la méthode de fabrication. On ne va plus réaliser au courant du 20e siècle, plus ça va avancer, des charrues, des poteaux de clôture, des chemins des croix de cimetière, des épitaphes ou autres. On va se concentrer vraiment vers les poêles lorsqu'un amiral va arriver. Ça va être seulement avec des poêles qui vont être réalisés et seulement à l'électricité. À la fin, vers 1940, 50, 60, les poêles vont être vont changer un petit peu. On va passer de bois à bois avec électricité, bois à charbon et bois avec du gaz notamment. On va faire une combinaison jusqu'à devenir exclusivement réalisé à partir de l'électricité. Donc c'est pour ça qu'ici on traite vraiment du début jusqu'en 1950-1960, jusqu'à ce qu'un changement majeur dans l'usine s'opère et qu'on délaisse progressivement qu'on puisse la fondre pour se concentrer vers l'usinage à ce moment-ci, la production en chaîne à ce moment, parce que la première installation de manufacture en chaîne va arriver vers 1940-50 environ. Qu'est-ce qui a fait la transition? On fait de la fonte, on fait des pièces, on fait même des pièces pour aider l'armée canadienne. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on fait des poires? Il s'est passé quoi dans la tête des dirigeants, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a un peu abandonné
la fonderie pour en arriver à fabriquer tes poêles? En fait, il faudrait faire des recherches plus approfondies de mon côté d'historien qui parle à ce moment-ci, parce que pour l'instant, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on ne s'est pas concentré sur le délaissement. OK. Effectivement, ça. Ce qu'on peut émettre comme hypothèse, c'est peut-être notamment le changement en fait, justement, de mentalité des gens. Par exemple, avoir un poêle à bois, c'est pratique parce que ça chauffe, mais aussi ça cuit les aliments. En 1960, on a justement les chaudières centrales qui vont arriver, le chauffage électrique. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un poêle qui va servir de chauffage, mais aussi à cuire les aliments, seulement à cuire les aliments. Donc, c'est pour ça que le chauffage va diminuer. Et donc, ça servait à deux... Exactement. Au départ, ça chauffait à deux, ça servait à deux choses. Puis, progressivement, ça va servir seulement à cuire les aliments. Donc, c'est pour ça que progressivement, le poêle en fonte qui servait de chauffage va être délaissé pour celui électrique. Mais ça, c'est un petit peu sans recherche à ce moment-là. L'histoire intéressante parce que c'est vraiment une belle histoire. Bélanger, c'est un des fleurons. C'est parce qu'on a d'autres fleurons dans notre région. Mais dans ces années-là, je pense que c'était le fleuron. C'était le principal employeur. Tout à fait, exact. Ça faisait vivre, ça faisait marcher l'économie de Montmagny. Exactement. En fait, dès le début de l'usine, vers 1910-1920, c'est vraiment le principal employeur de la ville. Il y a plusieurs centaines de personnes qui vont travailler pour la fonderie. Il y a même jusqu'à 3 ou 4 générations d'une même famille qui vont travailler à l'usine. Donc, on voit que ça marque vraiment les gens ici. Et comme vous le mentionnez, c'est un des fleurons les plus importants qui va bien sûr diminuer, comme on le sait avec l'histoire de la fermeture de l'usine au début des années 2000. Mais à l'époque qu'on parle, c'est vraiment une des entreprises les plus importantes de la ville de Montmagny, même de la Côte-du-Sud. Kim, il nous reste quelques secondes. On peut visiter quand et comment et combien ça coûte? Parfait. On peut visiter la Maison Tachée de juin jusqu'à la fin du mois d'août, 7 jours sur 7, de midi à 17h30. Le mois de septembre et octobre, les fins de semaine, de midi à 17h30, pour visiter l'exposition permanente de la maison qui traite de la vie de Célestine Pascal Taché et visiter aussi l'exposition temporaire. Le coût est de 4 $. Si on veut seulement voir l'exposition sur la grande époque de A. Bélanger limitée, c'est 2 $. Si on a la carte loisir, c'est gratuit. Très intéressant, mais je vous invite fortement. Moi, je l'ai vu, je suis venu à l'inauguration et c'est quoi à voir. Et surtout, quand on est jeune et qu'on a mon âge, on a vu, quand on parlait de Bélanger à Montmagny, on parlait de ce fleuron, de cette fierté des gens de la place par rapport à Bélanger. Donc, merci beaucoup, Kim, de nous avoir reçus. C'est un plaisir, Michel. À la maison Célestine Pascal Taché. Donc, c'était une invitation qu'on vous lance. L'adresse, c'est pour... Le 143 rue Saint-Jean-Baptiste. En fait, on mentionne le stationnement de la mairie. C'est plus facile de se retrouver par rapport à l'habitation. Voilà. Alors, ça complète. Je vous invite fortement à voir cette exposition qui se tient jusqu'au mois d'octobre, le 20 octobre, si ma mémoire est bonne. Exact, tout à fait. Ah, bon, enfin. Je retrouve moi. Merci beaucoup, Kim Gingras. C'est un plaisir. Guide en chef ici à la Maison Célestine de Pascal Taché, mais aussi historien. Voilà, ça complète. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, la Galerie Réal Fontaine, un incontournable pour les amateurs d'art de la région. Pablo Picasso disait qu'un tableau ne vit que par celui qui le regarde. C'est avec cette idée en tête que l'artiste peintre Réal Fontaine a donné vie à sa toute nouvelle galerie d'art. Excusez. Bon, on va y arriver. Donc, sa toute nouvelle galerie d'art ayant été inaugurée le 13 juin dernier, située dans une superbe résidence bicentenaire au 131 rue Saint-Louis à Montmagny. La Galerie Réal Fontaine est composée de 4 salles d'exposition réparties au rez-de-chaussée de ce bâtiment à l'histoire bien singulière. J'aimerais préserver ce lieu de mémoire pour qu'il devienne un endroit propice aux rencontres, au partage et à la création, mentionne le galeriste, ajoutant que l'édifice a déjà été la résidence de Louis-Henri Blais, le premier député provincial de Montmagny. En plus d'exposer quelques-unes de ses œuvres, M. Fontaine a aménagé un espace de création où il offre, depuis janvier dernier, des ateliers dirigés à une dizaine d'élèves de tous âges désireux de s'initier à la peinture. M. Fontaine désire garder sa galerie bien vivante en présentant en rotation des œuvres d'artistes peintres, de photographes, de sculpteurs, d'artistes du verre et bien d'autres. D'ailleurs, pour l'ouverture officielle de la galerie, les toiles de M. Philippe Giroux, un artiste de grand talent originaire de Matane, ont occupé les 2 salles d'exposition. Les autres salles permettront aux visiteurs de découvrir les œuvres de M. Fontaine et celles de quelques élèves prenant part
aux ateliers dirigés. Rappelons que la galerie Réal-Fontaine est située au 131 rue Saint-Louis à Montmagny. Vous pouvez aller voir le site realfontaine.com. Et justement, jeudi, il y avait le vernissage de Chantal-Jeanne Garand. Alors, on ne pouvait y être, mais j'ai invité Chantal-Jeanne à venir nous parler et nous montrer ses œuvres. Donc, prochainement, on verra probablement Chantal-Jeanne Garand. Et après, dans la dernière portion de notre émission ce matin, on est dans la peinture. On recevra Mme Renée-Rose Pelletier, qui a eu une belle surprise récemment. Donc, elle est notre invitée, elle est artiste peintre. Donc, restez avec nous dans la dernière portion de notre émission. Voilà, ça complète la nouvelle positive. Maintenant, dans les grands titres de l'actualité aujourd'hui, on parle de plus de 77 millions de dollars en 6 mois pour les dépenses en heures supplémentaires qui ont légèrement diminué chez Hydro-Québec. Enfin, c'est une bonne nouvelle, mais des fois, je me pose la question de savoir, ce ne serait pas peut-être plus rentable que d'avoir des employés à temps plein que de payer du surtemps à un taux vraiment plus considérable. Bien, c'est des décisions qui reviennent à Hydro-Québec, mais les employés d'Hydro ont engrangé 77,1 millions de dollars en heures supplémentaires au cours des 6 premiers mois de la présente. Des données compilées par Hydro-Québec, le recours aux heures supplémentaires s'est inscrit en légère baisse par rapport à la même période l'année dernière. On parle également de refaire l'autoroute 30 entre Brossard et Sorel-Tracy. Et vous savez, pour avoir déjà travaillé et résidé à Sorel-Tracy, moi, je serais curieux de compter le nombre de véhicules qui circulent sur l'autoroute 30, qui autrefois, je ne sais pas si c'est encore comme ça, on l'appelait l'autoroute de l'acier parce qu'il y a de nombreuses entreprises, particulièrement à Contrecœur, qui sont dans l'acier. Il y avait la Stilco, il y avait la Silbec d'Osco. Et c'est à peu près seulement les employés de ces entreprises-là qui circulent sur l'autoroute 30 parce que Sorel, qui est un peu isolé dans son coin, là, parce qu'il faut prendre l'autoroute pour aller à Saint-Germain-des-Grandes-Dames et vous descendez vers Sorel-Tracy. Ou encore, ce sont les gens qui partent de Montréal pour prendre uniquement l'autoroute 30. Donc, c'est une route qui coûte extrêmement cher pour le peu de gens qui l'utilisent. Mais là, on se pose la question, est-ce que cette route devrait être refaite? Elle était autrefois, je vous parle dans les années 70, elle était en ciment. Et là, on l'a asphaltée. Et peut-être qu'on va revenir avec la formule de ciment. Mais imaginez ce que ça coûte pour le peu de gens qui l'utilisent. Et je termine avec une histoire un peu à braque-à-la-brante. Ce sont des parents qui n'ont pas accepté que leur garçon ne joue pas au hockey dans un pee-wee, dans une formule pee-wee, et ont intenté une poursuite contre l'entraîneur de 294 000 $. Pas besoin de vous dire qu'ils n'ont pas gagné leur cause. Le juge a tout simplement refusé cette demande d'action contre l'entraîneur. On s'arrête quelques instants et au retour, je vous présente notre invitée, Mme Renée-Rose Pelletier. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, bonjour. Bonjour. Madame Renée-Rose Pelletier-Martineau. Oui. Bonjour. Ça fait plaisir, Michel. Bienvenue chez nous. Merci. Pourquoi Mme Pelletier-Martineau est avec nous? C'est qu'il y avait un article dans le Journal de Québec de la semaine dernière, plus précisément de mardi, le 23 juillet dernier. Madame, qui est artiste peintre, une de ses toiles a été offerte par le Régiment de la Chaudière, une unité d'infanterie des Forces armées canadiennes basée à Lévis, et qui avait une audience avec Sa Majesté à Londres. Pas rien, là. La délégation lui a apporté 4 cadeaux québécois, les produits d'érable Cumberland, un coffret de gin de la distillerie Les Subversifs, une reliure de l'imprimeur L.G. Chabot et une toile de la peintre et sculpteur lévisienne Renée-Rose Pelletier-Martineau qui est avec nous. Madame, je trouvais important de mentionner, parce que c'est grâce au Journal de Québec qu'on vous a découvert, mais également Serge Bellé, qui est un bon ami, qui nous a mentionné aussi que vous étiez, ce qui vous est arrivé. Oui. Et puis que mes ancêtres sont de la région en plus, Comment que mes grands-parents sont de madame? Je trouve que c'est assez fabuleux parce qu'on pense souvent à des moments protocolaires où les gens vont offrir un cadeau, mais de là à ce qu'un membre des Forces armées canadiennes prenne le temps de faire le tour des symposiums, ait un coup de cœur pour un tableau et puis propose justement d'offrir un cadeau comme celui-là à Sa Majesté, c'est assez extraordinaire. J'ai pas vu ça souvent. J'étais vraiment, vraiment touchée par le geste, là. Et puis, il a été très patient. Le lieutenant-colonel a pris le temps de regarder plusieurs tableaux de plusieurs artistes. Puis, quand il m'a approché pour ce tableau-là, et d'autres tableaux d'ailleurs, il y en a un autre qui a été remis au chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, Labrador, M. Ghislain Picard, durant une cérémonie officielle. Et puis, il a acheté par la suite celui pour la reine. Et puis, ça m'a touchée. Il y a souvent des tableaux comme ça qui ont une histoire spéciale. Il a été très patient, je vous dirais. Ces tableaux-là étaient dans ma collection privée en plus, donc ils étaient exposés, mais n'étaient pas disponibles pour la vente. Et il y a des fois où je vais retenir certains tableaux parce que je sens qu'ils vont avoir un destin spécial et je veux qu'ils aillent à la bonne personne pour le plus grand bien du monde. Donc, ce tableau-là, il a été patient. Il était patient aussi pour avoir son audience avec la reine Élisabeth parce qu'on sait que c'est un long processus avant d'avoir la chance de rencontrer la reine et d'être autorisé à la rencontrer, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas toutes les demandes d'audience qui sont acceptées dans la vie. Donc, déjà, d'avoir eu cette audace-là de choisir une œuvre d'art d'une artiste québécoise de la région, je trouve ça extraordinaire. Puis de l'avoir offert comme ça dans un contexte aussi protocolaire et prestigieux, ça me touche beaucoup. Mais c'est un cadeau pour la reine, mais c'est un cadeau du ciel pour vous également. Effectivement. Parce que Effectivement. bon, on va parler un peu de votre carrière dans quelques instants, mais oui. ça propulse ta carrière. Bon, vous avez passé TVA la semaine passée, alors ça vous fait connaître de plus en plus. Alors, c'est pour vous un beau cadeau? Oui, c'est effectivement un beau cadeau parce que, en quelque part, moi, je crée pour faire du bien. Je fais énormément de portraits, donc ma vie est axée sur le vivant. Alors, de rendre ce rayonnement encore plus grand là pour mes tableaux, c'est fabuleux pour moi parce que ça va toucher encore plus de personnes. Donc,
là-dessus, je trouve que c'est une belle bénédiction de la vie, là. Souvent, on se fait des projets dans la vie. On rêve de faire certaines expositions dans le monde ou de présenter son travail dans plusieurs pays. Moi, je me fais ma liste depuis des années. Puis là, de voir que là, j'avais mis l'Angleterre sur ma liste, mais de savoir que la porte d'entrée, c'est Buckingham, c'est quelque chose, là. C'est vraiment Quelle toile qui a été offerte à la reine? L'œuvre s'intitule L'Ami des chevreuils. Oui. Et puis, on retrouve un portrait d'une jeune personne autochtone avec en arrière-plan un chevreuil. Donc, on est dans des teintes de violacé et de bleu. Puis, on a aussi des éléments de feuilles d'arbres du Québec, là. Donc, on a des feuilles d'érable, feuilles de chêne en arrière-plan qui sont discrètes, qui sont dans des teintes de bleu. Donc, des teintes beaucoup plus expressives. Ce n'est pas de l'hyper-réaliste du tout. On n'est pas dans des couleurs de la vie de tous les jours. On est dans ma palette propre à l'artiste, si on peut dire. Donc, c'est vraiment une œuvre qui est riche en sens et qui porte une belle fierté québécoise. Puis on le voit d'ailleurs à l'écran, là. Oui. Qu'est-ce qui fait que le représentant des Forces armées a choisi celle-là? Est-ce qu'il vous l'a mentionné? Bien, dans l'œuvre, on retrouve quand même plusieurs éléments. Si on regarde, le personnage est assez jeune à l'avant-plan, puis on peut faire le parallèle avec la reine Élisabeth qui a pris qui a été couronnée reine très, très jeune, à un très jeune âge. On est en présence d'un chevreuil qui est du monde animalier et on connaît aussi l'attachement de la reine Élisabeth pour la faune qui est sur ses terres. Donc, déjà, on a des éléments qui se rapprochent d'elle d'une certaine façon. On a les feuilles d'érable, qui est un arbre qui symbolise la liberté et qu'on retrouve aussi sur le drapeau du Canada, bien sûr. Le canevas, moi, je travaille sur des canevas de bois, donc un canevas de pin. Le pin est l'arbre qui a la plus grande longévité. On peut faire un parallèle avec la reine qui a le règne le plus long dans l'histoire. Donc, il y a beaucoup d'éléments intéressants qu'on peut relier à la reine aussi. Puis aussi, mon travail je fais un travail de qualité qui se perdure dans le temps aussi. Donc, je pense qu'il était heureux d'encourager une artiste d'ici qui travaille depuis longtemps à faire rayonner son art, mais qui va continuer aussi dans une belle lignée pour la suite, là. Ça fait combien de temps que vous êtes artiste peintre? J'ai fait mon choix d'une carrière artistique. J'étais très jeune. J'ai fait mes études en art visuel. Puis après ça, j'ai commencé ma carrière plus comme photographe. Puis après ça, je suis revenue à la peinture puis à la sculpture graduellement. Donc, ce moment-là, je le vois comme un couronnement de 2 décennies d'efforts soutenus et constants dans une même visée. Donc, je trouve ça vraiment un beau moment. Puis les gens qui me suivent depuis longtemps, il y a des gens partout au Québec qui suivent ma carrière depuis un long moment déjà, célèbrent présentement avec moi. Donc, je dirais c'est comme un moment de fébrilité intense et aussi un témoignage de persévérance et d'audace et de dire d'oser croire en ses rêves, puis oser rêver grand aussi, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais ça fait 20 ans que vous êtes dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut en vivre de ça? Parce que là, il vous arrive une belle nouvelle là, qui va probablement vous amener plus loin. Mais est-ce que vous viviez de ça aussi? Bien, je dirais qu'au Québec, les premières années sont souvent très ardues. Donc, ça demande souvent de conjuguer un travail à temps plein puis des expositions à temps plein, de la production, des semaines de 60-70 heures faciles de travail. On ne se cachera pas, c'est les semaines de tournée ou d'exposition. On se lève au petit matin, on fait la route, on se rend jusqu'au lieu d'exposition, on fait 1 journée, 2 journées, 3 journées d'événements, on refait la route le soir. C'est extrêmement, je dirais, demandant, mais au fil du temps, ça devient un revenu qui augmente au fil des années. Donc, c'est vraiment chouette, là. Je pense qu'il faut être dédié à son art et extrêmement motivé, puis prendre soin de soi. Comme dans tous les domaines, si on prend soin de soi, puis on prend soin de sa santé pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant longtemps, je pense que ça peut juste être bénéfique au final, là. Mais vous faites des expositions, mais il faut aussi, votre art, il faut continuer à le développer parce que vous devez continuer à peindre aussi. Oui, aussi, puis à faire de la recherche. Ça prend discipline? Ça prend beaucoup de discipline. Comme je travaille à partir de sujets vivants, bien souvent, ça va être des gens que j'ai rencontrés qui vont venir nourrir ma création. J'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Donc, il y a une recherche au niveau du sujet, il y a une recherche au niveau des matériaux. Il y a certaines de mes œuvres mes tableaux qui ne sont pas juste
qui sont peints à l'acrylique, mais d'autres qui sont travaillés à la flamme. Donc, développer des techniques de travail vraiment spéciales et spécifiques à mon travail. Donc, il y a une partie de recherche au niveau des matériaux, au niveau de la technique. C'est de longue haleine, là. Souvent, les gens voient la partie plus glamour de l'art, là, la partie exposition, mais derrière, il y a des journées colossales de travail, là. Vous avez apporté quelques tableaux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça représente? Bien, dans mon travail, il y a présentement deux collections sur lesquelles je mets un petit peu plus, d'énergie, là, qui ont pris plus d'expansion que les autres. Et puis, la collection autochtone et puis la collection jazz également. Donc, j'aime peindre des gens, j'aime traduire en images aussi les musiciens, donc qu'on entende la musique à travers l'œuvre. Là, avec moi, ici en studio, j'ai pas d'œuvre de portraits de musiciens, mais on en retrouve quand même pas mal sur mon site web, puis durant les expositions. Ici, on a des œuvres qui sont plus de la collection autochtone, qui sont le moteur de rencontre, d'échange, qui permet de renouer aussi avec une partie de mes racines. Parce que comme plusieurs Québécois, on se définit souvent comme Canadiens-Français, mais quand on prend le temps de regarder là, un peu notre généalogie ou nos familles, on se rend compte qu'il y a un beau bailliage autochtone aussi en travers. Donc, ça me permet aussi de renouer avec mes racines à travers les portraits autochtones, rencontrer les gens, discuter aussi de l'identité, de la réalité autochtone à travers le tableau aussi. Donc, le tableau est moteur de rencontre autant au niveau créatif qu'au niveau, je dirais, exposition, rayonnement et échange sur place avec le public, là. On parle de ce tableau-là. C'est beau. Les couleurs sont belles aussi. Merci. Expliquez-nous un peu, là. Bien, souvent, mes tableaux, je vais commencer par choisir une belle pièce de bois. Donc, je vais vraiment... Il faut que le veinage dans le bois me parle, que les nœuds soient significatifs. Donc, je pars d'une pièce plus grande. Donc, j'ai pas juste un atelier de peinture, j'ai un atelier de menuiserie aussi. Donc, je taille mes canevas. Par la suite, je vais commencer à travailler le fond de l'œuvre, les parties qu'on voit un peu plus texturées en arrière-plan, les couleurs un peu plus intenses. On le voit dans celui-ci. Celui-ci est travaillé à la flamme, donc tout ici, c'est travaillé au chalumeau, à la torche. Donc, je vais partir comme ça graduellement. Puis, par la suite, le portrait va émerger là, du fond. Là, donc, ça... C'est sur bois, c'est important de le mentionner. Est-ce que toutes vos pièces sont sur bois? Pas mal toutes. Je dirais que j'accepte certains contrats d'œuvres, on appelle ça des œuvres sur commission, là, donc des sujets ou des dimensions précises par le client. Ça pourrait arriver que quelqu'un exige que ce soit sur toile, puis je considérerais l'idée en fonction du sujet. Mais ma force première, c'est de travailler sur bois. Donc, l'ensemble de mon œuvre est sur bois. Mais c'est particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui non, peignent parce que sur le bois. c'est très ardu au niveau technique. Le grain du bois est propre à l'arbre, donc la douceur du trait ne sera pas la même. Le pigment ne travaille pas de la même façon que sur une belle toile unie. Là. Donc, ça demande, je dirais, une bonne dextérité. Et puis, je ne peux pas reculer non plus. Sur une toile, on pourrait dire, je vais remettre une couche de couleur puis je vais refaire par-dessus. Mon plaisir, c'est de laisser transparaître l'arbre, de laisser transparaître le bois à travers l'œuvre. Donc, je ne peux jamais reprendre. Quand j'y vais, je le sens, puis je le fais, puis je vais de l'avant. Donc, c'est un autre défi. Je ne pense pas que ce soit la tasse de thé de tout le monde, là, mais c'est ma manière à moi de célébrer aussi la forêt à travers mon œuvre, là. On va faire une petite pause et on va revenir avec Mme Renée-Rose Pelletier-Martineau. Moi, j'ai tellement de questions à vous poser. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous laisser prendre votre souffle un peu. Ah, c'est bon. Mais vous avez de l'air tellement heureuse, madame. Oui, bien, je célèbre aujourd'hui. C'est tellement un beau moment, puis ça fait plaisir de célébrer avec tout le monde. Je dirais c'est collectif, là, en quelque part. On célèbre tous ensemble cette réalisation-là, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis le début, puis je tiens à les remercier, qui sont venus voir les expositions ou qui ont juste abonné à l'infolette. Ils sont allés sur renerose.com, ils se sont abonnés à l'infolette, puis juste tous les petits gestes de tout le monde, tous les témoignages, là, je suis extrêmement reconnaissante pour ça. On va poursuivre dans quelques instants. Parfait. Avec Mme Renée-Rose Pelletier-Martineau, artiste peintre. On vous revient après la pause.
Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. On revient avec notre invitée, Mme Renée-Rose Pelletier-Martineau, artiste peintre qui s'est vue, qui a gagné, non pas gagné, je vais prendre le bon terme, oui, qui a gagné enfin parce que la récompense, c'est une belle récompense de tout le travail que vous avez fait depuis 20 ans. Ça va vous amener où, ça, Mme Pelletier-Martineau? C'est sûr que là, c'est assez récent. Tu sais, on est dans le moment là, puis je trouve ça le fun de célébrer ce moment-là avec le public comme ça aujourd'hui, ce matin. Je pense que ça va ouvrir d'autres belles portes. Souvent, il y a des moments comme ça qu'on vit, puis on se dit « Ah, ça, c'est un moment charnière, on vient de passer une autre borne dans le processus. » Quand j'ai exposé à New York, une première galerie qui m'a appelée pour dire hey, « On aimerait présenter votre travail à New York », j'ai senti qu'il se passait quelque chose à ce moment-là. Quand après ça, j'ai fait une deuxième exposition à New York, j'ai fait « OK, ça va bien ». Après ça, j'ai été contactée pour le Salon national des beaux-arts à Paris. Puis ça, j'avais dit à des gens presque 20 ans avant, c'était en 1997, j'avais dit à des gens, un jour, je vais exposer au Louvre, puis ils m'avaient dit, oh, bonne chance, mademoiselle, vous êtes ambitieuse. Puis je travaillais à ce moment-là dans l'agence Métis Image, qui est une agence basée à Paris. Puis là, je leur disais, ben oui, regardez le musée, juste là, un jour, je vais y être, tu sais. Puis ils avaient été surpris. Puis finalement, c'était en 2017 que j'ai pu exposer là-bas. Donc, c'était un autre moment fort heureux. Puis là, il arrive ce moment-là avec la reine Élisabeth qui reçoit un de mes tableaux de la part du Régiment Chaudière. Je pense que c'est un autre beau moment marquant. Puis j'ai vraiment hâte de voir juste la suite des choses, ne serait-ce que pour le bien du public, qu'ils puissent eux aussi goûter ce plaisir-là d'avoir une de mes œuvres devant eux ou entre les mains. Je pense qu'on est sur une belle lancée, là. Comment on fait, justement, vous dites que vous avez exposé au Louvre, oui. Puis c'est quand même digne de mention. Et là, maintenant, vous avez une de vos toiles qui est remise à la reine Élisabeth. Mais là, vous faites la semaine passée TVA, puis aujourd'hui chez nous. Oui. Mais il faut le faire savoir. Est-ce que vous avez un plan parce que c'est quand même des belles victoires pour vous, là? Oui, c'est des belles victoires. Comment vous faites pour les transmettre? Parce que moi, votre renommée devient de plus en plus grande parce que vous avez quand même des beaux événements à souligner. Oui. Vous faites quoi pour par les expositions? Comment vous faites pour le faire savoir au public, la qualité de vos œuvres? Bien, je dirais que il y a une partie du public qui me suit déjà. Donc, en allant simplement sur renerose.com, ils peuvent s'abonner à mon infolette. Donc, à tous les mois et demi, presque 2 mois, selon le niveau d'activité, je partage déjà tout ce qui s'en vient. Donc, ils peuvent déjà mettre à l'agenda exposition, telle date, puis ils ont le plaisir de pouvoir être là puis voir en vrai. J'ai aussi une chaîne sur YouTube. Je partage à la fois les entrevues, à la fois les moments de création. Puis aussi, je fais des vidéos aussi sur les suggestions des gens. Les gens veulent découvrir des fois l'envers du décor. Donc, j'essaie de vraiment être généreuse envers les gens puis leur partager le plus que je peux. C'est sûr que des fois, on n'imagine pas tout le travail de gestion qu'il y a derrière, mais il y a une partie rédaction, la partie communiqué de presse, tout le volet médias. En art visuel, il n'y a pas nécessairement un gérant à côté, donc c'est moi qui met tous les chapeaux, autrement dit. Là. Donc, une journée, je mets mon chapeau et puis je rédige mon communiqué. Une autre journée, on change pour la partie production. Donc, il y a un peu tout ça dans la vie d'artiste, puis ça fait partie du... Est-ce qu'il y a des moments de découragement? Ah, c'est sûr qu'il peut arriver des coups durs, là. Tu sais, il arrive des événements où on participe, puis des fois, en été, ça se passe à l'extérieur, puis Dame Nature nous envoie énormément de pluie.
Ça peut faire un peu mal parce autant pour l'artiste que pour les bénévoles, les gens, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent à mettre debout un événement. Donc, quand le climat n'est pas favorable puis que l'événement tombe à l'eau sans jeu de mots, c'est dur pour tout le monde. Fait que c'est de rester juste serein puis accueillir ça comme c'est, tout simplement, là. Mais c'est sûr qu'il y a des moments durs dans la vie d'artiste, ça, on se cachera pas. Il y a des fois, on a des projets grands comme ça, tu sais, puis avant que les portes s'ouvrent puis que les moments arrivent, on peut cogner plus qu'une fois à la même porte, là. Ça demande une bonne dose de persévérance et de ténacité. Ça, c'est certain. Ténacité, c'est le bon mot, oui. Oh que oui, je pense que oui. Plus que de la persévérance. On pourrait dire ça comme ça. Oui. Madame a explosé au Louvre, on l'a dit. Et là, maintenant, une de ses toiles a été offerte en cadeau à la reine Élisabeth. Et on aura le plaisir d'avoir Madame qui viendra exposer chez nous prochainement. Oui, c'est tout. Et ça, moi, je suis fier d'entendre ça à la bibliothèque de Montmagny. Racontez-moi. Bien sûr. Bien, j'aime ça. J'ai ma liste de projets sur la scène internationale, mais je souhaite aussi investir beaucoup de temps au Québec également parce que c'est les Québécois qui me suivent depuis le tout début. Puis je tiens à être présente dans toutes les régions. Je fais une douzaine d'événements par année, donc j'essaie vraiment de faire la tournée le mieux possible. Puis comme il y a énormément d'endroits intéressants au Québec, bien, j'essaie de répartir le calendrier des fois sur 2, 3, 4 ans pour dire oui au plus d'endroits possible. La prochaine exposition qui s'en vient pour moi, c'est Rivière Éternité. Je suis présidente d'honneur de l'événement. Donc, au Saguenay, durant la fin de semaine de l'Action de grâce, il y a 3 villes qui font symposium en même temps. Donc, c'est un rendez-vous culturel super intéressant dans la beauté, juste à côté du fjord. Donc, c'est fabuleux. Puis juste après, je vais être ici à Montmagny, une exposition solo à la bibliothèque de Montmagny. Donc, l'endroit est magnifique. J'espère vraiment que les gens vont être au rendez-vous. C'est une belle exposition solo que je prépare depuis longtemps. Puis, vraiment enchantée d'y être. Est-ce que vous avez les dates précises? De la mi-novembre à la mi-décembre. OK. Oui. Sur mon site renerose.com, toutes les dates vont s'afficher aussitôt que c'est confirmé pour la journée du vernissage et tout, les heures d'ouverture et tout. Tout ce qu'il faut pour être là au bon moment, ça va être présent sur mon site. On s'organisera pour le faire savoir au public. Oui, ça me ferait plaisir. Mais vous parlez de l'international. Oui. L'international est important pour vous? Oui. De faire connaître notre richesse culturelle à l'extérieur des frontières, pour moi, c'est important. J'y rêve depuis que je suis toute jeune, puis je trouve ça important. On a une couleur particulière au Québec, on a une culture spéciale, puis ça, je suis vraiment fière de le partager vraiment sur toute la planète, là. Je travaille pour créer des beaux moments. Moi, je suis née pour créer, donc d'offrir un moment de bonheur aux gens. Je pense que la planète en a bien besoin. Donc, au plus l'art va voyager, au plus de bien ça pourra faire autour. Les échelons se montent un à un. Le Louvre, la Reine Élisabeth, c'est quoi le prochain? Bien, c'est sûr que j'ai encore des villes dans ma tête, là. Au niveau international, je dirais que j'ai encore Berlin dans ma mire. J'ai Dubaï dans ma mire aussi. La liste continue. Puis même des fois, j'en rajoute. Puis je me dis, est-ce que je vais avoir assez d'une vie pour tout faire ça? Tu sais, chaque jour, on choisit le mieux de ce qu'on peut faire. Puis après ça, on se dit, j'espère qu'on tend vers le bon endroit, là. Vous avez un site web? Oui. On peut le mentionner? Oui, bien sûr. renerose.com. Renerose en un seul mot. RENEEROSE.com. renerose.com. Vous avez un beau prénom en passant. Merci. C'est un prénom qu'on n'entend pas beaucoup. C'est pas très fréquent, là. Mais toujours avec le nom Rose, c'est toujours avec... C'est une certaine poésie, hein? Oui, c'est... Oui. Donc, vous avez aussi une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, René Rose Artiste. Et puis, j'ai aussi une chaîne sur YouTube, René Rose Artiste également, et une page Instagram, René Rose Artiste. Donc, puis on peut accéder. On a l'infolette également. Puis, pour ceux qui veulent se rendre directement à tous les médias sociaux, sur la page d'accueil du renerose.com, on a les accès directs pour chacun des médias sociaux de votre choix. Pas besoin de vous créer un compte. Vous arrivez direct, vive les raccourcis et pas trop de flafla. On passe par la page d'accueil, renerose.com, puis on arrive là où on a envie d'aller. Madame, votre bonheur transpire. Ah, bien, merci. Ah oui, c'est vraiment, là, vous me semblez très heureuse. Oui, on est heureux pour vous.
Félicitations. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va vous souhaiter un bon succès. Oui. Tenez-nous au courant des Oui, développements. je vous tiens au courant pour la mais on suite. va sûrement se revoir pour votre exposition ici à Montmagny. Ça serait vraiment avec plaisir. Un gros Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Madame Michel. Renée-Rose Pelletier-Martineau, retenez ce nom, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. De magnifiques œuvres, donc on pourra l'avoir chez nous à Montmagny à la mi-novembre. Merci, madame. Merci. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. À l'île l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 3 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Monsieur Bazar suivi de Peter Gunn et les grands succès rétro. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir de Lillet. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Écoute, gros vendredi? Oui, quand même. On a eu un accident, un capotage à Lillet sur le chemin des Belles Amours. C'est arrivé vers 13 h. C'est une dame dans la trentaine qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui a exécuté quelques tonneaux. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Par contre, elle a subi de graves blessures. Elle a été transportée à l'hôpital de Lévis. C'est les seules informations que j'ai à l'heure actuelle, mais sa vie serait hors danger. Ouais, c'est le principal à comprendre dans l'histoire. Et le feu. Et il y a eu un feu de forêt à Notre-Dame-du-Rosaire. Il y a 20 000 personnes qui ont passé sur oui, notre 2 page. CL 215 étaient présents afin d'aider les pompiers du Rosaire, également de Montmagny, qui sont venus leur prêter main forte. Pas de mort, pas de blessés encore une fois. 1 kilomètre, c'est quand même beaucoup. Oui, absolument. Oui, c'est beaucoup. Puis la route, la 283, ce qu'on appelle la route transcontée, qui se transforme en 283, bien, elle a été fermée la moitié. Je veux dire qu'il y avait de la circulation qui se faisait uniquement d'un côté. Ça n'a pas été évident pour le secteur dans les heures où le feu a sévi, mais par contre, encore une fois, je le dis, pas de mort, pas de blessés. C'est ça tout qui est bien qui finit bien. Mais quand même 1 kilomètre, là, puis un feu de forêt à Notre-Dame-du-Rosaire. Oui, et ça se répand vite, un feu de forêt. Tu sais qu'un feu de forêt court plus vite qu'un homme. Hein? Ouais. Donc, les gens étaient quand même relativement stressés. C'est plus de 20 000 personnes qui sont passées sur la page Facebook de C'est ma TV. 20 000 personnes, moi, je n'en revenais pas. Ouais. Rapidement, et on va en reparler demain parce qu'on va prendre plus de temps. Aladin Legault d'Auteuil sera le candidat. C'est un homme de Rivière-du-Loup, mais je vais en parler davantage demain parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Semblerait-il que... parce moi aussi. Oui, puis point de vue communication, M. d'Auteuil, demain, je vais en parler un peu plus parce que j'ai quelques trucs à dire. Ayant fait de la politique, je pense que les candidats pourraient être meilleurs que ça, notamment un point de vue communication. La jeune fille là, de 26 ans... Laurence Harvey, semblerait-il qu'elle ne s'est pas qualifiée pour se présenter. Je ne sais pas s'il y a de la petite politique là-dedans. J'en ai aucune idée. Mais par contre, tu regardes, Bernard Généreux vient du centre du comté, c'est le député, il est connu. Louis Gagnon, possiblement le candidat pour le Bloc, vient de l'Est du comté. Et Aladin d'Auteuil vient de l'Est du comté. Il n'y a personne qui vient de l'Ouest du comté pour nous représenter? OK. Merci. On se retrouve demain. Bonne journée. Le Resto L'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offrira, compté du 30 juillet, des pâtes, fruits de mer, grillades, menu du jour et quoi encore. Les déjeuners seront à l'honneur tous les samedis et dimanches de 8h à 14h, en plus des produits Labatt et Ralbock. Le Resto L'Olivier à Montmagny, 248-3435. Can you begin to make it better? It is warm, Mississippi to Mississippi, countdown singing, standing in the wreckage of love. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191.